Nous sommes en 2001 à Richmond dans l'Indiana. Marilyn Nicole McCone, de son surnom Nikki, est une jeune femme de 28 ans. Elle va bientôt se marier à Robert Bobby Webster. Ils sont tombés une première fois amoureux au lycée, ils sont restés environ 3 ans et demi ensemble, puis ils se sont retrouvés des années plus tard avant de se fiancer en 1998. Et ils prévoient de se marier dans 3 semaines en août 2001. Nikki est aussi maman d'une petite fille qui se nomme Peyton, qui a 9 ans et qu'elle a eue d'une précédente union. Elle a eu Peyton à l'âge de 19 ans avec son ancien petit ami Steven Johnston. Nikki travaille depuis 1994 comme comptable à une prison à Dayton. Nous sommes maintenant le dimanche 22 juillet 2001. Comme tous les dimanches matins, Nikki s'est rendue à l'église accompagnée de son fiancé Bobby. Après l'église, Bobby s'est lui rendu au centre commercial accompagné de son cousin, qui est son témoin au mariage, afin d'essayer et d'ajuster, si besoin, son smoking. Au même moment, de son côté, Nikki dépose sa fille chez ses parents, puis elle se rend à une laverie. Donc pour faire sa lessive, elle va à la laverie laver son linge comme tous les dimanches. Il s'agit de la laverie Richmond Cone Laundry. Sauf que là-bas, il lui est arrivé ce jour-là un incident. Alors pendant que sa machine tourne, Nikki décide de retourner chez ses parents. Arrivée chez ses parents, sa mère Barbara trouve sa fille bouleversée. Alors Nikki, elle est bouleversée, elle est agitée, elle ne semble pas bien. Elle racontera en fait à sa mère qu'à la laverie, elle s'est faite embêter, elle s'est faite opportuner par 2 hommes. Ils ne voulaient pas la laisser seule, ils ne voulaient pas la laisser tranquille. Alors elle ne donnera pas plus d'informations, elle ne fournira pas de description. Elle dira simplement qu'il s'agit de 2 hommes hispaniques. Sa mère dira qu'elle a eu peur de retourner à la laverie pour récupérer son linge. Mais finalement, elle y retournera, mais ne reviendra malheureusement jamais chez elle. Il est maintenant 16h30. Bobby est rentré chez lui, mais il ne voit pas Nikki, sa future femme n'est pas là. Pourtant, il y a son sac à main et sa carte d'identité. Mais pour le moment, il ne s'inquiète pas, elle ne devrait pas tarder à rentrer, elle doit peut-être prendre son temps à la laverie. Même s'ils devaient se réunir à cette heure-ci pour finir de préparer leur invitation de mariage. Mais Bobby décide d'attendre, il regarde un peu la télévision et il se dit qu'elle a sans doute, comme je vous le disais, un peu de retard. Mais Nikki ne rentre pas, les heures passent et Bobby commence à s'inquiéter. En plus, elle ne répond pas au téléphone. Il est 18h et Bobby décide alors d'appeler la famille de sa fiancée. Peut-être ils en savent davantage. Il appelle d'abord 2 des sœurs de Nikki, mais aucune des 2 n'a de nouvelles. La dernière fois qu'elles l'ont vue, c'est quand elle s'est rendue chez ses parents plus tôt dans la journée. Bobby a ensuite appelé les parents de Nikki et ses parents ont informé Bobby que Peyton était toujours chez eux. Nikki n'avait pas récupéré sa fille. Pourtant, sa mère Barbara n'était pas trop inquiète. Elle dit que peut-être elle a dû se rendre à son travail, car parfois son travail l'appelle en fait comme ça, de manière spontanée, donc pour aller travailler. Mais le temps passe et la famille commence finalement à s'inquiéter. Nikki ne rentre pas, personne n'a de ses nouvelles, elle ne donne aucun signe de vie. Vers 22h, la famille et Bobby, de plus en plus en panique, décident de se rendre à Dayton dans l'Ohio, là où Nikki travaille, c'est à 45 minutes de là. Ils se disent peut-être que Nikki a dû avoir un accident de la route en se rendant à son travail, mais Nikki n'a pas été retrouvée. Ils ont alors contacté les hôpitaux du coin, mais cela n'a pas abouti non plus. Nous sommes maintenant le 23 juillet et il est 2h du matin. La famille de Nikki se rend à la police et dépose un rapport de personnes disparues, mais le service de police de Richmond ne voit aucune raison de s'en faire, simplement parce que c'est une adulte, qu'il n'y a aucun signe indiquant qu'il faut s'inquiéter et qu'il faut attendre 72 heures. La police finira cependant par s'inquiéter quand celle-ci remarquera que Nikki ne rentre toujours pas et qu'elle ne s'est pas présentée à son travail le lundi matin, car c'est inhabituel pour elle. Toujours le 23 juillet, dans la journée, la famille et la police décident de se rendre à la laverie où Nikki aurait été harcelée par les 2 hommes. En effet, peut-être cela a un lien avec sa disparition. Ils se sont dit que sans doute elle a pu se faire enlever par ces 2 hommes. Mais la laverie ne possède malheureusement pas de vidéo de surveillance.
Cependant, près de la laverie, par chance, il y a une station-service qui possède une caméra de surveillance. Cette caméra a donc été visionnée. Dans cette bande vidéo, on voit Nikki faire des achats et tout dans la vidéo semble normal. Nikki ne semble pas stressée, elle ne semble pas en détresse, mais surtout on ne voit aucun homme harceler Nikki, tout est normal. Alors donc c'est important de savoir que Nikki est partie en allant bien, sans personne qui la harcèle et sans être sous la contrainte ou la menace. Concernant les deux hommes, comme on ne les voit pas sur la vidéo embêter ni enlever Nikki, ils n'ont jamais été identifiés ni interpellés. À ce stade-là de l'affaire, c'est un peu étrange. Où est-elle alors allée? Que s'est-il passé? Est-elle partie volontairement? Alors cela peut être une théorie, mais une théorie qui ne tient absolument pas la route. Alors pour quelle raison déjà serait-elle partie? Sa fille était le centre de son monde, elle ne l'aurait jamais abandonnée. Elle allait se marier dans 3 semaines et elle était très impliquée dans ce mariage, dans l'organisation de son mariage, et elle était très satisfaite de sa vie, donc ça n'a pas trop de sens. Et vous verrez à la suite de l'affaire que cette théorie n'est vraiment pas la plus plausible de toutes. Les soupçons de la famille et de la police ont ensuite commencé à se tourner vers Bobby, le futur mari de Nikki. Car en fait, pour les enquêteurs, Bobby a adopté un comportement étrange dans les jours et les semaines qui ont suivi la disparition de Nikki. En premier lieu, Bobby a annulé le mariage. Il ne l'a pas suspendu ou reporté, il a tout de suite annulé. Il a demandé aussi un remboursement complet de la salle de réception et il a également essayé de retourner l'alliance achetée pour le mariage. Il est retourné à la bijouterie, rendre la bague et demander un remboursement. Et je trouve aussi que c'est bizarre de tout de suite rendre cette bague qui a une signification, et une signification d'autant plus énorme avec la disparition de sa femme. En tout cas, le bijoutier a lui refusé le remboursement. Bobby a affirmé qu'il voulait rendre la bague car il avait besoin d'argent pour les recherches, pour payer des flyers et collecter des fonds pour une récompense si quelqu'un a des informations, et aussi pour s'acheter un téléphone portable afin d'être en contact permanent avec les personnes impliquées dans la recherche de sa femme. Après, on n'a aucune preuve qu'il ait acheté le dit téléphone et s'il a bien investi cet argent dans les recherches. Et pour la police, ça reste un comportement suspect. Celle-ci a alors demandé à Bobby s'il accepterait de passer le test du détecteur de mensonges. Il aurait d'abord refusé de passer au polygraphe, puis ensuite il aurait finalement accepté. Alors l'une des questions qu'on lui aurait posées est: avez-vous quelque chose à voir avec la disparition de Nikki McCone? Et il aurait répondu non. Et l'aiguille du polygraphe a montré qu'il mentait. Donc le test fut un échec, mais Bobby nie avoir échoué au test simplement parce que lui et son avocat n'ont jamais pu voir les résultats de ce fameux test. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne trouve pas que le test du polygraphe soit vraiment fiable. Les réponses peuvent facilement être altérées. En tout cas, Bobby est à ce moment-là dans la ligne de mire des policiers, mais il ne pouvait pas être arrêté car il n'y a absolument aucune preuve contre lui. Concernant la recherche de Nikki, elle fut immédiate. Sa famille a frappé aux portes, elle a distribué des flyers de disparition. La police, elle, a rapidement lancé une recherche par hélicoptère, mais ils n'ont trouvé aucune trace de Nikki ni de sa voiture. Le compte bancaire et le téléphone portable de Nikki n'ont rien révélé, ils n'ont pas été utilisés depuis sa disparition. Cependant, l'enquête connaîtra un rebondissement le 3 novembre 2001, vers 7h30, un peu plus de 3 mois après la disparition de Nikki. Le 3 novembre 2001, à Dayton, dans l'Ohio, les enquêteurs ont trouvé le 4x4 GMC Jimmy de Nikki. La voiture était abandonnée sur le parking d'un complexe d'appartements, le complexe Meadows of Catalpa. La voiture a été retrouvée à environ 45 minutes de là où vit Nikki. Les enquêteurs pensent que Nikki est arrivée là volontairement, car le siège était en fait simplement à l'emplacement où Nikki se positionne pour conduire. Le siège ne semblait ni avancer ni reculer. Dans la voiture, on a retrouvé du linge propre et plié sur la banquette arrière. Il s'agit du linge de la laverie, ce qui prouve de nouveau que Nikki est bien passée à la laverie,
récupérer son linge et qu'elle est arrivée ici d'elle-même et qu'il lui est arrivé quelque chose ici. Les enquêteurs ont pu voir que la serrure de la portière a été enfoncée et il manquait la radio, elle avait disparu. À part ces éléments, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice dans la voiture, aucune preuve laissant suggérer un crime ou autre. Il n'y avait pas de traces de lutte, pas d'empreinte ni d'ADN, mis à part celui de Nikki. La police a ensuite découvert que lorsque Nikki était à Dayton, elle allait bien et que si elle était venue ici, c'était probablement entre autres pour faire quelques achats. Car il a été découvert qu'elle avait téléphoné à une collègue de travail. Elles auraient parlé d'achat. Elle lui aurait dit qu'elle allait passer à une pharmacie située pas très loin. Apparemment, elle aurait demandé à sa collègue où elle pourrait acheter des produits capillaires et du maquillage, des produits qu'elle avait apparemment besoin pour son mariage. La collègue lui aurait alors suggéré un magasin. Et elle habiterait à environ 1 km du complexe d'appartements. Alors cette personne serait la dernière personne à qui Nikki aurait parlé. Je n'ai pas plus d'informations à son sujet sur l'identité exacte de cette personne et je ne sais pas si Nikki a bien été vue à la pharmacie et au magasin dont elles parlaient ensemble. Autre élément assez intéressant, les enquêteurs ont découvert que le complexe d'appartements où la voiture de Nikki a été retrouvée est le même où habite Steven Johnston. Souvenez-vous, Steven est l'ex-petit ami de Nikki et c'est ensemble qu'ils ont eu leur fille Peyton. Mais Steven fut rapidement classé comme suspect dans cette affaire, simplement parce qu'il était très coopératif. Il a passé le test du détecteur de mensonges et il a réussi. Il a également accepté de donner son ADN, mais surtout il avait un solide alibi. Il travaillait en fait l'après-midi de la disparition de Nikki. Et il s'entendait aussi très bien avec Nikki, ils avaient de bons rapports et il était content pour elle pour son futur mariage. Donc la police estime que la position du véhicule n'était qu'une coïncidence et que Steven n'est pas impliqué dans la disparition de son ex-petite amie. Il fut éliminé en tant que suspect. Les enquêteurs continuent alors leur recherche et découvrent un autre élément encore plus intéressant, écoutez bien. À seulement 400 mètres de là où la voiture de Nikki a été retrouvée, vit dans un autre complexe d'appartements Tommy Swint. Tommy Swint travaillait avec Nikki comme agent correctionnel, ils travaillaient à la même prison, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, ils étaient amis et collègues. Même si leur relation était apparemment compliquée, Tommy serait connu pour être violent avec les femmes, mais ça nous en saurons un peu plus après. Il aurait été violent avec Nikki et apparemment il avait une obsession pour elle, il lui aurait déjà envoyé de la lingerie en cadeau. Quand les enquêteurs ont voulu parler avec Tommy Swint, il n'était pas très coopératif, il ne répondait pas vraiment aux questions, parfois il était hors sujet. La police trouvait quelque chose d'étrange en lui, il dégageait quelque chose d'étrange. Malheureusement, les enquêteurs n'avaient aucune preuve contre lui, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose et c'est là que l'affaire a commencé à stagner. Elle a stagné pendant 6 longues années. Même si entre deux, il y a eu quelques rebondissements. Par exemple, en novembre 2002, une voyante a affirmé que Nikki a été assassinée juste après être sortie de la laverie, ce qui a incité la police à fouiller les zones autour de la laverie. Cependant, rien n'a été trouvé. En 2003, des restes présumés être ceux de Nikki ont été trouvés près de Spencer dans l'Indiana, mais les tests ADN n'ont pas été concluants, ce n'était pas Nikki. En 2004, la famille a travaillé avec une organisation de personnes disparues et ils ont essayé de débloquer une récompense de $100 000. Cette récompense en échange de toute information pouvant amener à Nikki. La famille espérait que l'argent inciterait quelqu'un à se manifester, mais malheureusement personne ne s'est manifesté. Nous sommes maintenant 6 ans après la disparition de Nikki, le 29 novembre 2007. L'enquête connaît un nouveau rebondissement et pas des moindres. Les enquêteurs ont reçu ce jour-là un appel anonyme. La personne anonyme au bout du fil les a informés que Tommy Swint pourrait être impliqué dans la disparition de Nikki. Cette personne a également dit aux enquêteurs qu'il pouvait être aussi impliqué dans l'affaire de Tina Marie Ivory, une toxicomane et prostituée de 33 ans qui a été étranglée et assassinée en décembre 1991.
Elle a été retrouvée sur le bord d'une route, sur une pile de déchets à Jefferson, et elle était enveloppée dans une couverture, et cette couverture est importante, nous verrons ça après. Tommy Swint pourrait donc être impliqué dans l'affaire de Tina Marie Ivory et celle de Nikki McCone. C'est quand même un bon renseignement auquel il faut se pencher, car l'anonyme a quand même fourni pas mal de précisions. La police est donc penchée sur cette piste et s'est concentrée de nouveau sur Tommy Swint. Quelques mois plus tôt, en août 2007, la police a découvert que Tommy ne travaillait plus comme gardien de prison, mais qu'il était maintenant devenu policier à Trotwood depuis seulement 2 mois. Les enquêteurs se sont rendus à ce moment-là au département de police de Trotwood. Ils ont parlé au chef et il leur a demandé s'il était au courant que Tommy Swint était impliqué dans la disparition de Nikki McCone. Il a dit que non, il ne savait pas. Alors ils ont été voir Tommy et ils lui ont dit « Soit tu démissionnes, soit on te licencie ». Alors Tommy a déposé sa démission, mais sans s'arrêter là, car il a décidé de poursuivre la ville de Richmond et son service de police, affirmant qu'on ne lui avait jamais dit qu'il était un suspect dans la disparition de Nikki McCone. Le service de police de Richmond lui a riposté en affirmant que les enquêteurs ont bien dit à Tommy qu'il était impliqué, qu'il était considéré comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Le procès de Tommy contre la ville et le département de police a alors été rejeté. La police s'est ensuite concentrée sur le meurtre de Tina Marie Ivory suite à l'informateur anonyme. Ils ont réétudié son dossier. Sur la scène de crime de Tina, les enquêteurs à l'époque ont retrouvé de l'ADN, notamment du sperme, des empreintes digitales et des taches de sang sur la fameuse couverture dont je vous parlais. Sauf que cet ADN n'a jamais pu être comparé, simplement parce qu'il n'avait aucun suspect à cette époque-là avec qui comparer. Donc suite au renseignement de l'informateur anonyme, ils ont comparé l'ADN de Tommy Swint à l'ADN prélevé sur la scène de crime de Tina et il y a match. L'ADN retrouvé sur la scène de crime et l'ADN de Tommy Swint est le même. C'est incroyable, l'anonyme avait raison. Maintenant, on aimerait bien savoir qui est cette personne et comment elle sait ça, même si ça me paraît évident qu'il s'agit d'un proche de Tommy pour savoir ça. Concernant la couverture dans laquelle a été retrouvée Tina, nous avons un autre élément incriminant Tommy. Une ex-petite amie de Tommy a été interrogée et elle a avoué qu'elle reconnaissait la couverture. Elle l'avait déjà vue, elle l'avait vue dans la voiture de Tommy. Donc on a beaucoup de preuves concrètes contre Tommy Swint. Alors lui, il niera, il dira qu'il ne connaît pas Tina. Pourtant, je pense qu'il est bien allé à son encontre, qu'il est allé voir Tina, une travailleuse du sexe, car il admettra avoir eu des relations sexuelles avec de nombreuses prostituées auparavant, mais c'est surtout l'ADN qui ne trompe pas en fait. Concernant ce meurtre, celui de Tina Marie Ivory, nous allons voir après la conclusion de cette affaire. Pour reprendre sur l'affaire de Nikki McCone, les enquêteurs ont appris par l'une des sœurs de Nikki que celle-ci avait une relation avec Tommy au moment de sa disparition. Cette sœur aurait confirmé aux enquêteurs que sa sœur Nikki voyait Tommy malgré qu'elle était avec Bobby et qu'elle allait se marier. Bobby n'était pas au courant que sa future femme voyait un autre homme. Sa sœur lui aurait alors demandé de cesser cette relation. Et le jour de la disparition de Nikki, celle-ci aurait appelé de nombreuses fois sa sœur, donc celle qui connaissait sa relation avec Tommy, mais celle-ci n'a pas répondu au téléphone, donc on n'a jamais su ce que Nikki voulait lui dire. Mais une théorie qu'on peut suggérer est que Nikki a pu téléphoner à sa sœur pour lui informer qu'elle avait quitté Tommy. Et on peut s'imaginer alors que Tommy n'a pas accepté cette rupture et a décidé de se débarrasser de Nikki. Peut-être il y a eu une dispute et que ça s'est malheureusement mal terminé, car comme vous le savez, il était connu pour être violent et il avait une sorte d'obsession pour elle. Le 17 novembre 2009, Tommy Swint a fui la région et a déménagé en Alabama. Le 3 février 2010, Tommy a été retrouvé, mis en examen et inculpé pour le meurtre de Tina Marie Ivory. Mais lorsque les policiers sont arrivés à son appartement pour l'arrêter, ils trouvent Tommy Swint mort. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête. Tommy Swint n'a donc jamais été arrêté pour le meurtre de Tina Marie Ivory et on ne saura jamais s'il est impliqué dans la disparition de Nikki.
Et j'ai lu qu'il est possible qu'il soit également impliqué dans d'autres affaires de meurtre, car en fait la police souhaitait également l'interroger sur d'autres crimes non résolus, donc il est possible qu'on avait affaire à un tueur en série. Mais il est mort, donc on ne pourra jamais l'interroger sur ses affaires. Il a emporté ses secrets dans sa tombe et il nous a laissé avec de nombreuses questions sans réponse. Alors c'est malheureusement ainsi que se termine cette affaire. Nicky McCone n'a jamais été retrouvée. Cette affaire reste malheureusement non résolue. Concernant la famille de Nicky, ses parents sont décédés depuis, sans jamais savoir ce qui arrivait à leur fille. Sa fille Peyton, qui n'avait que 9 ans au moment de la disparition de sa mère, a été élevée depuis par sa grand-mère et par ses tantes. C'est maintenant devenue une jeune femme et elle a eu un enfant. Elle a toujours espoir que sa mère soit retrouvée. Au fil des années que les soupçons se sont éloignés de lui, Bobby est de nouveau devenu proche de la famille de Nicky et en particulier de Peyton. Chaque année à l'occasion du jour de la disparition de Nicky, sa famille se réunit à la laverie pour organiser une veillée et marquer la date. Ses frères, ses sœurs, sa fille, son petit-fils, ses nièces et neveux se réunissent. J'espère vraiment qu'on la retrouvera, qu'on apprendra ce qu'il s'est passé et savoir qui est le responsable. Tommy Swint reste le principal suspect dans cette affaire. Personnellement, je penche également vers son cas, qu'elle a été victime de lui à Dayton. Elle devait peut-être le retrouver là-bas et qu'il s'est passé quelque chose. Malheureusement, nous n'aurons jamais les aveux de Tommy. Les enquêteurs pensent qu'il y a un collègue qui était proche de Tommy, qui est au courant de quelque chose, qu'il a certaines réponses. Ils sont sûrs que cette personne sait quelque chose. Après tout, on a bien eu dans cette affaire un informateur anonyme qui avait de nombreuses réponses. Donc il est bien possible que des personnes sachent ce qu'il s'est passé. Certains pensent toujours que c'est Bobby le coupable. Aurait-il peut-être découvert la liaison de sa femme? En tout cas, pour la police, Bobby n'est plus un suspect dans cette affaire. C'est malheureusement terminé pour cette affaire. Nicky est toujours portée disparue et l'affaire semble toujours ouverte. J'espère vraiment qu'on la retrouvera. J'attends vos retours en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.